Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je voulais vous proposer une petite anthropologie sommaire de la sélection, de ce que c'est que la sélection. Bien évidemment à propos de Parcoursup, mais par ailleurs parce que deux petits événements sont venus frapper mon quotidien. D'une part, j'ai découvert le très beau documentaire de Virginie Linhart qui s'appelle Vincennes, l'université perdue. Et on verra que c'est une université qui s'est justement construite contre la sélection, en accueillant les travailleurs, en accueillant les non-bacheliers. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est une sélection plus discrète et un peu perverse que j'ai subie récemment et que je pourrais décrire comme ça, simplement. La sélection par les médias pour obtenir des réactions par rapport aux événements liés à Parcoursup. La sélection par les médias des enseignants titulaires et le rejet des enseignants vacataires qui se retrouvent encore une fois invisibilisés. Donc pour dire les choses simplement, j'ai fait partie d'une commission médias à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et lorsque circulaient entre nous des disponibilités pour réagir aux médias, j'ai quelquefois donné ma candidature et il m'a été répondu que non, les médias cherchaient des titulaires. Alors c'est intéressant, comme je réagissais sur cette mailing list. Ça fait 11 ans, 12 ans, bref, depuis 2006 que j'enseigne à la Sorbonne, et en tant que chargé de cours ou à terre, et on me signifie que ma parole n'a pas de poids, ou n'est pas représentative. Et d'une certaine manière, on retrouve là dans le champ médiatique une discrimination qu'on vit plus généralement dans le cadre de l'université, pas seulement en termes salariaux. Et c'est assez intéressant, quoi. C'est-à-dire que tout se passe comme si, jugement réfléchissant, tout se passe comme si il ne fallait pas dire que 60%, entre 50 et 60% des enseignements à l'université sont donnés par des titulaires. Et il faut fermer les yeux, absolument, sur cet état de fait, ou alors simplement, c'est qu'on considère que les gens qui ne sont pas titulaires ne sont pas crédibles. Bien. Alors, revenons sur cette histoire de sélection. On va commencer par un petit travail de conceptualisation. La sélection, qu'est-ce que c'est? Alors, basiquement, la sélection, c'est la division d'un groupe partiellement homogène. Au départ, le groupe est homogène, même si les individus possèdent des différences. On énonce des critères de sélection qui permettent d'objectiver la division du groupe entre sélectionnés et non sélectionnés. Donc la sélection, vraiment, basiquement, c'est ça. Vous avez un groupe basiquement homogène, ceux qui sont éligibles à la sélection, vous énoncez des critères de sélection, et à ce moment-là, par rapport à ce groupe qui est contenu d'ailleurs dans les critères de sélection, vous faites opérer par algorithme ou en regardant vous-même un jeu de critères qui permettent de sélectionner un certain nombre d'éléments et donc de distinguer deux groupes, les sélectionnés, les non sélectionnés. Vous avez un groupe de sélectionnables, puis, une fois que vous appliquez vos critères, un groupe de sélectionnés et de non sélectionnés. Pour le dire autrement, c'est fondamentalement produire une répartition, pas nécessairement une hiérarchisation, mais une répartition, faire du différent avec du même. Voilà, fondamentalement, sélectionner, c'est faire du différent avec du même. En l'occurrence, et pour aller relativement vite, mais on va approfondir autant qu'on voudra, enfin, autant que je voudrais, et autant que vous voudrez par les commentaires et les demandes de faire d'autres vidéos, c'est une conditionnalisation d'un droit à des critères. Vous avez le droit à l'éducation, vous pouvez donc, au supérieur, vous pouvez donc une fois bachelier vous présenter, ce qui est déjà une sélection, vous pouvez donc une fois bachelier vous présenter votre candidature à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Selon un certain nombre de critères qui sont en ce moment tripatouillés dans les différents UFR, je dis tripatouillés non pas parce que les gens qui sont obligés de le faire sont des tripatouilleurs, mais simplement parce que les enseignants sont confrontés à une masse de travail colossale et s'arrachent les cheveux pour essayer de produire la sélection qui soit le moins injuste possible. Bien. Alors, on commence à conditionner l'accès
au fait que, bien qu'on soit éligible, on possède un certain nombre de critères où on atteint un certain niveau sur certains items de mesure qui nous permettent d'accéder ou de ne pas accéder aux droits que l'on réclame. Alors, en l'occurrence, dans un premier temps, c'est ne pas accéder à un établissement, chaque établissement produisant d'ailleurs des critères différents. Mais dans un second temps, si on fait partie des rejetés, de ceux qui n'ont pas de place à l'université, alors effectivement, c'est la conditionnalisation d'un accès au droit. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien pour commencer un sujet, c'est délimiter le sujet. Donc, on va commencer par là. Qu'est-ce que n'est pas une sélection? La sélection, ça n'est pas exactement un choix. Un choix, c'est un acte, l'acte de quelqu'un qui choisit, selon lui-même, selon ce qui est en lui, pardonnez-moi, telle ou telle personne. Face à un choix, on est face à une subjectivité. Ici, ça n'est pas ça, il y a une éligibilité, ensuite on définit des critères d'éligibilité, et il y a filtrage. Le choix intervient comme moyen, à l'intérieur de ce processus de sélection, comme le lieu où on va par exemple définir les critères d'éligibilité. Mais la sélection elle-même ne relève pas d'un choix. On ne choisit pas les élèves. On les fait entrer dans un processus de sélection. Alors, est-ce que la sélection, qui n'est pas un choix, c'est une pratique de la méritocratie? Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué. La méritocratie relève plutôt du droit à concourir. La sélection ne passe pas par des concours. Un concours, c'est un concours. Et les meilleurs arrivent en haut, et puis ceux qui ont moins performé sont en bas du classement. Ce n'est pas qu'on sélectionne les meilleurs, c'est qu'on accepte ceux qui ont les meilleurs résultats. La sélection, c'est au contraire le fait de définir des critères, puis de faire entrer les individus sans qu'ils y participent, sans qu'ils aient le droit de tenter leur chance, c'est-à-dire en remplaçant la notion de chance par la vaillance, l'entraînement, la valeur relative à celle des autres, chacun va tenter son exploit. La sélection, ça n'est pas ça. C'est un processus dans lequel la masse homogène est passive. Bien. Alors, contrairement au concours, les personnes n'ont pas l'opportunité de prouver leur qualité à travers une épreuve d'entrée, sauf à imaginer que le baccalauréat, dans le cas de Parcoursup, soit un concours d'entrée dans telle ou telle université, et non un diplôme donnant un accès de droit, pardonnez-moi, à l'enseignement supérieur. Alors, la sélection n'est pas un choix, n'est pas nécessairement un dispositif méritocratique, d'autant qu'on ne connaît pas très bien les critères de sélection. Est-ce que c'est la cohérence du dossier? Est-ce que c'est la motivation? Est-ce que c'est l'excellence des notes? Est-ce que c'est la proximité géographique? Etc., etc. Alors, ici, on pourrait jouer sur les mots et parler de sélection naturelle et parler de théorie darwinienne de l'évolution. C'est assez gênant parce que il ne s'agit justement pas d'une sélection naturelle. La sélection dont il est question là, c'est une sélection qui est décidée humainement, produite consciemment, et dont on ne connaît pas d'ailleurs les effets à long terme, et dont on pourrait se demander pour quel bien de quelle espèce elle est en train de se déployer. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un tirage au sort? Non, il ne s'agit pas d'un tirage au sort. Quelle est la grande différence entre la sélection et le tirage au sort? Bien que le tirage au sort puisse, pourquoi pas, être un moyen dans un processus de sélection, le tirage au sort ne se prononce pas sur les critères de sélection. Le tirage au sort, c'est une sélection incomplète. C'est une sélection aléatoire et arbitraire. Puisqu'elle garde le groupe homogène, elle refuse d'énoncer des critères de sélection et elle tire au sort des éléments à l'intérieur de ça. Donc, on n'est pas dans le choix, on n'est pas dans le tirage au sort, on n'est pas dans l'élection non plus. Pourquoi? Parce qu'un peu comme dans le modèle méritocratique que je mentionnais il y a un instant, l'élection suppose de laisser sa chance à l'individu de passer son épreuve et d'être meilleur que les autres. Tous les candidats ayant eu 500 signatures, etc., ont le droit de se présenter aux élections présidentielles et de tenter leur chance. Ensuite, il y aura élection, mais élection sur la base de la performance qu'ils auront déployée pendant la campagne.
S'agit-il d'un rite de passage? Non, pas en soi. La sélection se compare assez mal au rite de passage, notamment parce que tous les individus qui sont engagés dans le rite du passage, j'utilise le mot rite de passage à cause du baccalauréat. On décrit souvent le baccalauréat comme un rite de passage alors que c'est le diplôme d'entrée dans l'enseignement supérieur. Donc le premier concours, le premier diplôme si on veut bien. Pardonnez-moi, pas le premier concours, le premier diplôme. Alors, on dit que le bac est un rite de passage. Non plus, parce que là, tous les individus qui réussissent le rite de passage ont l'assurance de passer d'un état à un autre. Je dirais même que le baccalauréat comme rite de passage ne peut être considéré comme tel que dès lors qu'on accepte qu'on ait subi le bac ou vécu le bac, qu'on l'ait eu ou pas. Si on considère le bac simplement comme un examen qu'on ait ou pas, alors on peut le décrire comme un rite de passage. On ne peut pas le décrire comme un rite de passage si tous les individus qui le subissent n'ont pas l'assurance de passer d'un état à un autre. Bien. Alors, sinon c'est un processus de sélection ou de concurrence ou de quoi que ce soit qu'on veuille d'autre. Alors, est-ce que la sélection relève de la discrimination? A posteriori, ça peut être le cas, si l'on considère les discriminations que subiront les personnes moins diplômées par rapport à celles qui ont eu l'occasion et le droit d'être diplômées. C'est une séparation assez violente entre ceux qui peuvent faire des études et ceux qui ne peuvent pas en faire. C'est un peu le même type de séparation que la société a connu entre ceux qui peuvent voter, ceux qui ne peuvent pas voter, ceux qui peuvent se marier, ceux qui ne peuvent pas se marier, ceux qui peuvent avoir un compte en banque et ceux qui ne peuvent pas avoir un compte en banque, ceux qui peuvent déclencher le divorce, ceux qui ne... etc. etc. Travailler sans l'avis d'un parent majeur, même après sa majorité, ou pas. Donc on a une séparation qui est forte, mais là, on ne peut pas dire que la sélection soit en soi vecteur, porteur de discrimination. Dans ce cas-là, elle le sera très probablement, mais ça n'est pas ontologiquement le cas. Alors, revenons à cette histoire. On a une masse homogène. On a des critères d'éligibilité qui constituent un filtre qui permettent une fragmentation de la cohorte première à des fins statistiques, militaires, professionnelles, politiques, etc., etc., ou encore éducatives. Donc la sélection comprend l'identification et la délimitation d'un groupe homogène, c'est la première chose. Ici, par exemple, en l'occurrence, ce sont les bacheliers. Puis une énonciation de critères de la sélection qui permettent de distinguer un groupe inférieur ou égal au groupe homogène. En l'occurrence, ce sera un groupe inférieur, ce groupe étant ceux qui auront le droit d'accès à l'enseignement supérieur. Alors, les critères de sélection, aujourd'hui, me paraissent même pas arrêtés. On pourrait les questionner. Est-ce qu'il faut, pour choisir les meilleurs, choisir les plus motivés, les plus beaux, les plus riches, les plus pauvres, les plus scolaires, les plus brillants, les plus cohérents, les plus volontaires, les plus appliqués, les plus désinvoltes, ceux qui cherchent un petit peu dans toutes les disciplines, ceux qui sont très monomaniaques? Qu'est-ce qui fait un bon étudiant? Ce que je peux vous dire avec 12 ans d'expérience d'enseignement, c'est que en début d'année, devant une classe, on ne sait pas. On ne sait pas qui sera le meilleur, on ne sait pas d'où viendra la surprise, on ne sait pas qui excellera dans la discipline. Bien. Revenons sur la sélection et posons-nous la question de savoir, je faisais référence, je faisais dans une vidéo récente une tribune contre Parcoursup et la loi Auré, tribune libre contre Parcoursup et la loi Auré, mention du fait que je ne suis pas en tant qu'enseignant un sélectionneur. Mais voilà, à quel moment dans la vie on est un sélectionneur? Bon, voilà, pose la question. Alors vous allez voir que la comparaison n'est pas forcément à l'avantage du processus de sélection qu'on nous propose dans Parcoursup. Bon. Alors, par exemple, quand on dirige une équipe de football, on est sélectionneur. Il y a un sélectionneur de l'équipe de France. Il y a un sélectionneur de l'équipe de France de rugby, de football, de tennis, de tout ce que vous voulez. Toutes les équipes de France sont dotées d'un sélectionneur. Je ne sais pas si toutes, mais presque, probablement. Alors, dans quelle position se trouve le sélectionneur? Il est face à lui
il a face à lui un groupe homogène de sélectionnables. En fonction de critères, il va faire remonter vers lui un certain nombre de sélectionnés. Il est, de par sa position individuelle et l'extraordinaire rapidité des changements des critères de sélection, obligé en réalité de faire des choix. Néanmoins, il s'appelle sélectionneur, ce qui lui impose de se dissimuler en quelque sorte, ou de se protéger derrière des critères objectifs de sélection qui seraient exprimés par les besoins matériels stratégiques de l'équipe. Il ne dit pas simplement j'ai sélectionné machin parce que je l'aime bien, ou j'ai pas pris bidule parce que je l'aime pas. Voilà. Alors on va retenir comme critères l'équilibre du groupe, la performance, les qualités techniques, la forme du moment, etc., etc. Et donc on fera rentrer la somme des éligibles dans une matrice qui va produire la sélection, en un sens. Le sélectionneur pouvant se consacrer à un travail plus stratégique. Deuxième exemple, à quel moment on est sélectionneur? Dans la guerre. La mise en place d'une armée demande une sélection. Est-ce qu'on prend les enfants? Est-ce qu'on prend les femmes? Est-ce qu'on prend les vieillards? Est-ce qu'on prend les personnes qui sont handicapées? Etc., etc. Par ailleurs, une fois qu'on a pris du groupe homogène les citoyens qu'on peut appeler sous les drapeaux, il va falloir encore sélectionner dans cette masse homogène les personnes aptes à aller sur tel ou tel poste, plutôt à l'artillerie, plutôt à l'infanterie, plutôt à la cavalerie, plutôt au stock, plutôt au transport, plutôt aux communications. Et tout ça se fera essentiellement sur des critères de sélection et sur des processus de sélection. Bien, là encore, on a affaire à de la masse, il faut sélectionner, il faut trier, pas passer au tamis des critères d'éligibilité qu'on a définis. Et on doit, autant que faire se peut, éviter d'entrer dans des jugements personnels qui de toute façon ne seraient pas fonctionnels, étant donné la masse des personnes à mobiliser. Même si évidemment, quand on est plus proche de la troupe, pour certains moments, on sera amené à faire des choix, mais plus par des processus de sélection, simplement dans le rapport d'autorité normal à l'intérieur des armées. Alors à quel autre moment on est sélectionneur? Par exemple, on sélectionne les animaux. Par exemple, des chevaux pour... Ils sélectionnent de génération en génération les meilleurs étalons pour avoir des chevaux de course. On sélectionne les meilleurs reproducteurs de la race limousine ou je sais pas quoi, moi, des blancs bleus ou... je recherche une espèce... Les basadaises. Non, je repensais ça parce que j'avais fait un terrain dans le coin de sud-ouest où on élève ces vaches et où il y avait partout des boucheries qui vendaient des basadaises, peu importe. Donc, quand on veut faire une expérimentation pour tester l'efficacité de telle molécule sur telle maladie, on sélectionne les animaux qui peuvent entrer. Là encore, ce n'est pas un rapport sentimental. On regarde, est-ce que j'ai le droit d'utiliser tel rat? Est-ce que ces rats vont présenter telle et telle caractéristique pour que ça fonctionne? Enfin voilà, je fais de la sélection. Alors, quel moment autre encore on peut faire de la sélection dans une société? Rappelons-nous, par exemple, de la sélection des nouveau-nés à Sparte, si on en croit Plutarque. On regardait s'ils étaient aptes à faire des futurs citoyens soldats, sinon on les jetait au trou. J'ai vu récemment La mort de Staline, par ailleurs, vous verrez, il y a beaucoup de listes, on produit des listes comme ça, et on fait des listes de médecins à tuer, et là encore, en un sens, ça relève absolument de l'arbitraire de la sélection. Bon. Alors, on voit que, aussi bien dans le sport, que dans l'art militaire, que dans l'élevage des animaux, que dans Alors, jusque-là, j'ai des exemples qui sont très pénibles, mais on retrouve de la sélection dans des processus beaucoup plus positifs. Alors, on a dit le football, la guerre, les animaux, Sparte, les purges, mais aussi dans la santé. Si par exemple vous avez un accident, quelconque, je ne vous le souhaite pas, enfin imaginons un accident. L'ambulance va arriver, va vous prendre en charge, et cette ambulance va repérer sur vous un certain nombre de critères qui va mettre
en regard des caractéristiques des hôpitaux aux alentours et des places disponibles. Si par exemple vous vous êtes cassé quelque chose, il va vous amener dans un endroit où on pourra soigner votre jambe, ou votre bras, ou votre épaule. Si vous êtes tombé dans les vapes à cause de problèmes cardiaques, il va vous amener dans un hôpital spécialisé plutôt sur ces problèmes-là. Si vous avez besoin de neurochirurgie, il va vous emmener dans le service, etc. Il y a un processus de sélection, mais ce processus de sélection, il est particulier. Il s'agit d'une répartition sur des pathologies différentes pour le bien du patient et pas en fonction de sa volonté. Lui, ce qu'il veut, c'est être soigné. Et donc, on va sélectionner plutôt les hôpitaux, en réalité, plutôt que la personne. Bien. Alors, le vrai problème est le suivant. Qui est le bénéficiaire de la sélection? Et dans le cas de l'université, qui est le bénéficiaire de la sélection? Même si on essaie de nous raconter que c'est pour mieux orienter les étudiants, il est parfaitement clair que, si on regarde les choses objectivement, la sélection permet à l'université de limiter les entrants, donc ne pas subir le baby-boom, même si on en laisse dehors, c'est pas grave. Et ceci permet à budget constant de ne pas augmenter la précarité des conditions d'enseignement. Donc, en d'autres termes, cela permet de maintenir une situation de précarité fonctionnelle. Bien. Que vont y gagner les étudiants à ce processus? Alors on parle d'une meilleure orientation, je ne sais pas très bien comment, à partir du moment où on n'augmente absolument pas les moyens pour prodiguer une meilleure orientation à l'intérieur de l'université. On n'augmente pas le nombre d'enseignants, on ne limite pas le nombre d'élèves par classe, on n'augmente pas le nombre de classes, on ne crée pas de nouvelles universités. On n'améliore pas les processus d'information auparavant, même si on va demander aux professeurs de lycée, et notamment aux professeurs principaux, d'assurer un rôle dans l'accompagnement. C'est un rôle qu'ils avaient déjà, et ils sont déjà complètement surchargés de travail. Je ne vois pas très bien ce qu'ils pourront faire d'autre. Enfin, j'espère que, mais enfin, pas non plus qu'ils se mettent à être tous en burn-out. Bien. Donc, pour le dire simplement, et jusqu'à preuve du contraire, Parcoursup est, d'un côté, un processus de sélection qui permet de maintenir un système éducatif fonctionnel d'une manière précaire mais stable, c'est-à-dire qu'on évite le surplus qui aurait fait craquer la totalité, et pour les entrants, il s'agit d'un conditionnement de leur accès aux droits. Ils n'auront accès à leurs droits que si leurs critères, si les critères leur permettent d'être sélectionnés parmi le premier groupe homogène qui a un accès de droit au supérieur. Donc, d'un côté, on a un maintien fonctionnel, on maintient fonctionnel une précarité, pour le dire simplement, voilà, on maintient fonctionnel une précarité, et de l'autre, on conditionne un accès au droit. Donc, très clairement, ici, ce n'est pas les individus qui sélectionnent les universités en fonction de leurs critères, ce sont les universités qui sélectionnent les individus en fonction de leurs critères, quitte à en laisser dehors. Bien. Alors ensuite, on doit se poser la question du caractère objectif ou subjectif des critères de sélection. Évidemment, si les critères étaient subjectifs, on se confronterait à un problème, c'est qu'ils pourraient être purement arbitraires. Théoriquement, là, ils sont plus concertés, collégiaux, etc. Et on ne prend pas quelqu'un parce qu'on n'aime pas les petits, ou on n'aime pas les roux, ou on n'aime pas les musulmans, ou on n'aime pas les juifs, ou on n'aime pas les ceci, cela, bref. Ici, ou les gens trop originaux d'ailleurs, bref, peu importe. Théoriquement, la sélection se fait sur des critères objectifs. Donc on est dans le cas d'une construction objective des critères de sélection. Donc des critères d'éligibilité et des critères de sélection. Des critères qui constituent le groupe homogène et des critères qui le séparent. Bien. Mais l'objectivation n'est pas que positive. Pourquoi? Parce que si elle évite les petits tyrans locaux qui feraient des choix selon leur goût, simultanément, elle réduit le sujet, elle l'objective, elle le réduit à un ensemble de critères. La personne sera bachelière, aura tel niveau de performance en anglais, et ceci et cela. Son envie, son intention, son caractère propre, sa sensibilité, les promesses de son intelligence, tout ça est bazardé. Bien. Alors, maintenant, regardons les choses encore plus objectivement. Qui se trouve exclu de l'enseignement supérieur et de l'université à travers ce processus de sélection? Les non-bacheliers, directement. Les non-retenus,
ceux qui ne correspondent pas aux critères de sélection, directement. Ceux qui ne remplissent pas les critères d'âge ou d'habitation, enfin c'est la même catégorie, c'est les non retenus. Et indirectement, ceux et celles qui travaillent à des heures incompatibles, ça a toujours été le cas et ici rien ne change, ils sont toujours exclus de l'université. Ceux et celles qui ont des enfants et pas de crèche et pas les moyens de payer une nounou, toujours indirectement, et ça c'est déjà existant et ça continue. Donc les non-bacheliers, les non-retenus directement et indirectement, ceux qui travaillent à des heures incompatibles et ceux et celles qui ont des enfants et pas de crèche. Alors ici, quand je dis directement et indirectement, je me réfère à des critères déjà existants et à des critères qui arrivent avec Parcoursup. En l'occurrence, c'est uniquement un item, les non retenus en fonction des critères de Parcoursup. Il y avait déjà beaucoup d'exclusions à l'entrée de l'université, et notamment directement avec les non-bacheliers et indirectement ceux et celles qui travaillent à des heures incompatibles, ceux et celles qui ont des enfants et pas de crèche, ceux qui ne remplissent pas les critères d'âge, etc., ceux qui sont trop loin. Bien. Alors, ça nous amène à réfléchir au fait que, dans le fond, il y a une exclusion par rapport à l'université, qu'elle soit renforcée par le processus de sélection ou qu'elle soit déjà existante. Est-ce qu'il a existé une expérience en France, par exemple, mettons, entre 1968 et 1980, d'université inclusive et non excluante? Oui, c'est l'université de Vincennes. Alors l'université de Vincennes, qui a été créée à l'automne 68, mais les travaux ont été lancés pendant l'été, d'un coup, après mai 1968, Edgar Faure a fini par accepter l'idée de créer une université à l'extérieur de Paris pour y vider tous les gauchistes de Paris, une université à Vincennes dont il va confier l'élaboration, la construction à des enseignants. Alors là, je vous recommande le documentaire que j'ai mis en lien et dont je parlais tout au début de la vidéo. C'est une université où l'on acceptait les non-bacheliers, où l'on acceptait les travailleurs, où il y avait une crèche, où il y avait un petit marché, le souk, où les enseignants et les étudiants ont milité pour que les personnels qui font le ménage et les administratifs soient inclus dans le personnel de l'université Paris 8. Donc vous voyez, c'est une vraie université d'inclusion où on a à la fois intégrer tout le monde comme étudiant. Évidemment, il y avait des cours le soir, évidemment, donc ça permettait à tous ceux qui travaillaient de venir. Donc on a intégré les travailleurs, les non-bacheliers, les bacheliers, tout le monde. Alors, le choix des enseignants, c'est assez simple, ils ont pris les meilleurs. Quand on regarde la liste des noms des gens qui ont enseigné là-bas, que ce soit François Châtelet, Gilles Deleuze, Badiou, Michel Serres, je sais pas moi, Giorgio Agamben, Hélène Sixous, Madeleine Rébériou, Henri Weber, Michel Vinocq, Gérard Miller, Michel de Certeau, enfin plutôt il y a des étudiants là-dedans. Gérard Miller, c'était un étudiant, je crois, à cette époque-là. Donc on pourrait même dire les choses encore autrement. Ce centre qu'on a construit en quelques mois pendant l'été 1968, qui était totalement inclusif, non sélectionnant, a accueilli les meilleurs enseignants de son époque et a produit parmi les meilleurs étudiants de son époque. D'ailleurs, vous verrez dans ce documentaire une ancienne étudiante de Vincennes qui dit simplement, voilà, nous, on en sortait plus intelligents. Alors, cette université a connu un certain nombre de difficultés, mais qui sont en même temps des opportunités. Dès son ouverture, 3 semaines après, elle était occupée, avec barricades, d'escaliers, mais attention, qui était en train de saisir un extincteur pour envoyer de l'eau sur les CRS? Michel Foucault. Vous voyez, ça c'est amusant. C'est cette idée que, oui, il y avait de la conflictualité entre communistes, trotskistes, situationnistes et autres, mais on avait créé une université absolument inclusive, non sélectionnante, non discriminante, et certes elle était taguée abondamment, mais qui, je ne dis pas tenait le pinceau, mais en l'occurrence l'extincteur, les plus grands enseignants de l'époque. On avait un lieu d'excellence du savoir, et en dehors de toutes les procédures, toutes les protocolisations, tout ce qui rend dans l'exercice de la recherche la vie impossible, parce qu'il y a de l'évaluation, des critères, des normes, des standards, des tout petits machins, dans des toutes petites disciplines, dans des tout petits trucs qui rendent la pensée toute petite. Bien. En gros,
on sait comment faire. On sait comment faire, alors voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas en droit d'exiger ou de proposer à nos gouvernants de recommencer Vincennes? Alors pourquoi faire? Pour redonner un droit, un vrai plein droit à l'éducation aux citoyens, dans des petits havres, c'est-à-dire des vraies universités, des vraies franchises universitaires dans lesquelles on pense le commun, au passé, au présent et dans l'avenir. On pourrait remettre une crèche, comme à Vincennes, on pourrait remettre un souk, à côté des souks on pourrait mettre des potagers bio, c'est à la mode en ce moment, pour cultiver les cultiver, pour remuer la terre ensemble, hein, pour planter du savoir, faire pousser les concepts puis voir si ça pousse, hein, avec les meilleurs enseignants et enseignantes du monde, comme à Vincennes, attirés par la richesse de l'expérience. Qu'est-ce que j'aurais aimé, moi, bénéficier d'un cours de Deleuze. Et puis les meilleurs étudiants du monde, comme à Vincennes, sans sélection. Parce que c'est la pensée et la qualité de la pensée et le droit à y avoir accès qui les attire, beaucoup plus que ces logiciels de sélection qui à la fois écrasent des droits, empêchent les gens de travailler et masquent la précarité. Bien. On pourrait faire les cours le soir, le week-end, il y avait des cours le samedi à Vincennes. Dans les prés, sur les pelouses, dans les nouveaux bidonvilles, comme à l'époque, dans ce qu'ils appelaient la forêt pensante, pour décrire Vincennes. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à la tête de Vincennes un président qui, comme celui de Vincennes d'ailleurs, alors qu'il est séquestré par les étudiants, n'appelle pas la police parce qu'il soutient le mouvement? Bon, pourquoi est-ce qu'on ne se referait pas un petit Vincennes, ou selon l'expression de l'époque, un Berkeley français? Ça ne serait pas très difficile. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, le site de Tolbiac avec la commune libre de Tolbiac a su créer, alors qu'elle était toute petite, avec un petit nombre de militants, au mieux quelques centaines, une vie intellectuelle de ce genre, en créant une université ouverte. Je pense qu'on serait de nombreux enseignants à bien vouloir fournir un effort pour créer ça, et ensuite, effectivement, inviter les penseurs les plus stimulants de l'époque dans l'université ouverte. Friot et Lordon sont venus. Pour moi, je les catégorise par exemple dans cette catégorie-là. Thomas Guédonné était prévu. Je ne l'ai pas vu moi, mais peut-être il est venu quand même. Voilà. Il me semble que, bon, non seulement une demande, mais aussi et surtout une véritable opportunité. Alors, on a un président qui pense être disruptif. Disruptif, c'est-à-dire, en gros, accorder au capital le droit de renverser toute la stabilité sociale. Mais là, on pourrait être extrêmement disruptif, tout en étant, au contraire, dans l'amitié, dans la pensée, dans la conflictualité, dans la nature. Pourquoi pas retourner à Vincennes. Voilà. Et bien sur cette série de rêves doux et délicats et agréables, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine fois. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans une université ouverte ou ailleurs.